Vous n'êtes pas aussi bon que vous le croyez. C'est la vérité la plus difficile à accepter aujourd'hui, mais aussi la plus libératrice. Une part cruelle, agressive et profondément égoïste sommeille en vous, et plus vous tentez de l'ignorer, plus elle devient dangereuse. Nous traversons la vie en nous croyant les héros vertueux de notre propre histoire, en cultivant une image de bonté et de droiture. Mais Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a découvert un aspect troublant de cette quête incessante de lumière. Elle engendre inévitablement une obscurité proportionnelle. De même qu'un arbre a besoin de racines profondes pour atteindre le ciel, la psyché humaine ne peut être complète en se contentant de regarder vers le haut. Pourtant, nous passons notre vie à faire comme si ces racines n'existaient pas. Pensez à l'énergie que vous dépensez chaque jour à entretenir votre image. Une fatigue silencieuse accompagne la plupart des gens modernes, et elle ne provient pas du travail physique, mais du maintien d'un mensonge. Jung utilisait un terme très précis pour décrire cette façade, la persona. D'origine latine, ce mot signifie masque, plus précisément celui utilisé par les acteurs du théâtre antique pour amplifier leur voix et définir un rôle précis. En psychologie, la persona est exactement cela. Un masque métaphorique que nous apposons sur notre visage pour interagir avec le monde social. C'est un ensemble soigneusement mis en scène de traits de caractère que nous voulons faire croire aux autres comme nous définissant. C'est le sourire poli quand on a envie de crier, la générosité forcée quand on est avide, le calme apparent quand on nourrit un désir violent de destruction. La persona est conçue pour faire une impression spécifique sur les autres et, fondamentalement, pour dissimuler la véritable nature de l'individu. Le problème n'est pas de porter un masque. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce masque s'est ancré en nous et que nous avons oublié que nous jouions un rôle. La construction de cette prison invisible commence très tôt, avant même que nous en ayons conscience. Enfants, nous étions des êtres entiers, exprimant colère, désir, joie et égoïsme avec la même spontanéité. Mais, peu à peu, nous avons commencé à percevoir les signaux de notre environnement. Nous avons vite appris quels aspects de notre personnalité étaient approuvés par nos parents, nos professeurs et la société, et lesquels étaient rejetés. La docilité était récompensée, l'agressivité punie. La générosité suscitait les applaudissements, l'égoïsme, l'isolement. Pour survivre et obtenir l'affection dont nous avions désespérément besoin, nous avons subi une véritable chirurgie psychique. Nous avons intégré tous les traits valorisés à notre persona, le visage que nous présentons au public. Mais qu'est-il advenu du reste? Qu'est-il advenu de l'envie, du désir, de la soif de pouvoir, de la paresse et de la colère? Voici le point crucial que la plupart ignorent. Rien ne disparaît de la psyché simplement parce qu'on choisit de ne pas y prêter attention. Ce que nous nions ne meurt pas. Ce que nous nions s'enfouit simplement au plus profond de nous-mêmes. Ces traits rejetés sont refoulés et s'accumulent dans l'inconscient pour former ce que Jung appelait l'ombre. Imaginez l'ombre comme un immense sac que nous traînons derrière nous, dans lequel nous jetons tout ce dont nous avons honte. Le danger réside dans le fait que, pour ne pas se sentir comme des imposteurs, pour ne pas se sentir mauvais, la plupart d'entre nous s'identifient complètement à la persona. Nous disons « je suis une personne calme », alors que notre ombre hurle de fureur dans l'inconscient. Nous disons « je suis humble », alors que l'ombre brûle d'ambition. Nous nous persuadons que le masque est le visage. Et dans ce processus d'auto-illusion, nous cachons des traits de caractère indésirables non seulement aux autres, mais tragiquement à nous-mêmes. Cette division intérieure engendre une immense fragilité. Un homme qui se croit purement bon est, en réalité, incroyablement instable, car il ne maîtrise pas la moitié de sa personnalité. L'ombre représente la part inférieure de la personnalité, la somme de tous les éléments psychiques qui, du fait de leur incompatibilité avec l'attitude consciente choisie, voient de leur expression niée dans la vie. Et parce qu'ils sont privés d'expression, ils ne restent pas inertes. Ils se cristallisent. Ils forment une personnalité fragmentée, relativement autonome, avec des tendances opposées qui vivent juste sous la surface de la conscience. C'est comme avoir un frère jumeau maléfique enfermé au grenier, qui devient chaque jour plus fort et plus rancunier, sans être nourri ni reconnu. La nature animale de l'être humain est un fait biologique et psychologique. Nous possédons des pulsions sexuelles et de pouvoir. Nous avons une part de nous qui peut être cruelle et agressive,
capables de causer de grands dommages à autrui. Le nier ne fait pas de nous des saints, cela nous aveugle. Lorsque vous rejetez ces aspects de votre nature, ils cessent d'être des instincts que vous pouvez diriger et contrôler, et deviennent des forces autonomes qui vous dominent. L'ombre agit en coulisses. Elle est à l'origine de vos échecs inexplicables, de vos relations toxiques et de ce sentiment persistant que, malgré tous vos efforts pour bien faire, quelque chose tourne toujours mal. L'ironie tragique, c'est que la société nous encourage à renforcer notre persona. On nous récompense pour être de bons garçons et de bonnes filles, des citoyens modèles qui ne déviennent jamais du droit chemin. Mais Jung nous avertit que, comme les plantes, les humains ont besoin de racines. Aucun arbre ne peut atteindre le ciel si ses racines ne touchent pas l'enfer. La quête de la perfection morale, lorsqu'elle s'appuie sur l'exclusion et la répression, est une recette pour le désastre psychologique. Plus la lumière de votre persona brille, plus l'ombre que vous projetez est sombre et dense. Et cette ombre ne reste pas immobile. Elle veut vivre. Elle veut respirer. Et si vous ne lui donnez pas voix au chapitre dans les négociations de votre conscience, elle renversera tout. Nous passons des décennies à construire une image que nous croyons acceptable, craignant d'être abandonnés si l'on découvrait qui nous sommes vraiment. Mais cette peur nous condamne à une vie superficielle et à une tension constante. Maintenir la porte de l'inconscient fermée exige une énergie psychique colossale. C'est pourquoi tant de personnes bien semblent constamment au bord de la crise de nerfs, souffrant de fatigue chronique ou de dépression sans cause apparente. Elles sont littéralement épuisées à force de contenir leur part d'ombre. Le premier pas vers une véritable croissance, celle qui transforme l'âme et insuffle la vigueur à la vie, n'est pas de chercher à être meilleur. C'est de cesser de mentir. C'est d'avoir le courage brutal de se regarder en face et d'admettre « Oui, moi aussi, je suis comme ça ». C'est reconnaître que deux cœurs battent en nous et que l'un d'eux est sauvage, primitif et incivilisé. Accepter l'existence de l'ombre est le début d'une véritable moralité, car seuls ceux qui connaissent leurs limites peuvent choisir de ne pas agir. Ceux qui ignorent leur propre potentiel maléfique ne sont pas bons, seulement inoffensifs pour l'instant, jusqu'à ce que la situation adéquate déclenche les réactions négatives et que l'ombre prenne le dessus. Mais si cette ombre est si puissante et agit de manière autonome lorsqu'on l'ignore, comment savoir si elle ne contrôle pas déjà vos actions à votre insu? Où se cache cette part d'ombre refoulée qui s'infiltre dans votre vie, en ce moment même, sous couvert de justice ou d'indignation, détruisant vos relations alors que vous jurez que la faute incombe entièrement aux autres? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous ne pouvez tout simplement pas supporter? Pensez à cette personne en particulier, peut-être un collègue, un parent éloigné, un homme ou une femme politique, voire une célébrité, dont la simple existence semble heurter vos principes. Quand elle parle, vous avez la nausée. Quand elle agit, vous ressentez une vague d'irritation ou de mépris qui paraît disproportionnée. Vous êtes absolument certain que le problème vient d'elle. Vous énumérez ses défauts avec une précision chirurgicale. Elle est arrogante, hypocrite, cruelle, stupide. Et si je vous disais que vous ne la regardez pas mais plutôt dans un miroir? Et si je vous disais que cette haine viscérale que vous ressentez ne concerne pas le caractère de l'autre, mais qu'elle est l'aveu désespéré de ce qui se cache en vous? Voici le mécanisme le plus insidieux et le plus dangereux de notre psyché, la projection. Comme nous l'avons vu, ce que nous refoulons ne reste pas inerte. L'ombre possède une énergie propre et a besoin de se manifester quelque part. Si la porte de la conscience est verrouillée de l'intérieur, l'ombre s'échappe et se projette dans le monde extérieur. Pour qu'une ombre physique existe, un objet doit obstruer la lumière. En psychologie, l'objet qui projette cette ombre psychologique est notre propre négation. Lorsque nous refusons de reconnaître nos propres défauts, notre esprit, dans un acte de préservation de soi déformé, attribue ces mêmes défauts à autrui. Cela se produit car la psyché humaine abhorre le vide et l'incongruité. Si de l'agressivité sommeille en vous, mais que votre image de vous-même vous dit « je suis paisible », cette agressivité a besoin d'être attribuée à quelqu'un d'autre. Vous la trouvez donc chez votre voisin. Vous voyez chez l'autre précisément le défaut que vous refusez d'admettre chez vous. Jung a décrit ce phénomène avec une grande précision. Nous attribuons aux autres toutes les qualités négatives et inférieures que nous n'aimons pas reconnaître en nous.
Et de ce fait, nous nous sentons justifiés de critiquer, d'attaquer et de détruire ce voisin. Nous croyons mener une guerre sainte contre le mal, alors qu'en réalité, nous ne luttons que contre notre propre âme inférieure, qui a migré dans le corps d'une autre personne. Le monde regorge toujours de boucs émissaires, tout comme il en regorgeait jadis de sorcières et de loups-garous. La technologie a évolué, mais la psychologie primitive demeure inchangée. Aujourd'hui, nous en sommes témoins à une échelle industrielle, sur les réseaux sociaux et en politique. Des groupes entiers, des nations, des ethnies ou des partis politiques deviennent des réceptacles parfaits pour notre part d'ombre collective. Il était bien plus facile et plaisant de diaboliser un groupe rival que de se confronter à sa propre corruption, ses préjugés ou sa violence. Lorsque l'on pointe du doigt avec une certitude morale absolue et une fureur incontrôlable, il est presque certain que l'on est confronté à une projection. L'intensité de notre réaction émotionnelle est révélatrice. Si le défaut de l'autre n'était qu'un fait observable, on éprouverait de l'indifférence ou une légère pitié. Mais si l'on ressent de la colère, de la haine ou un profond dégoût, c'est parce que ce défaut résonne avec quelque chose de vivant et de rejeté au sein de notre propre système. Cependant, la projection n'est pas le seul moyen par lequel l'ombre se manifeste. On ne trouve pas toujours de coupable. Parfois, le mécanisme de défense flanche, ou la pression interne est trop forte pour être extériorisée. Dans ce cas, l'ombre se retourne contre son propre hôte. Elle commence à influencer directement nos humeurs et nos comportements. Les traits de caractère, les instincts et les désirs que nous refoulons s'enveniment dans l'inconscient. Imaginez une cocotte minute laissée sur le feu sans soupape. La tension entre votre personnalité consciente, ce que vous pensez être, et l'ombre autonome, ce que vous êtes réellement, devient insoutenable. C'est là que surgissent les symptômes que la médecine moderne traite souvent uniquement par des médicaments, sans comprendre la racine du problème. Jung décrivait des patients qui se vantaient de n'avoir aucun conflit intérieur, des personnes qui juraient que le côté obscur n'existait pas pour elles. Pourtant, ces mêmes personnes souffraient de choses d'origine inconnue qui entravaient leur chemin. On parle de crise d'hystérie soudaine, d'une profonde tristesse qui vous saisit en plein après-midi ensoleillé, ou d'une irritabilité explosive parce que quelqu'un a mâché trop bruyamment. L'ombre se manifeste par des tours que l'esprit se joue à lui-même. Oubli sélectif, lapsus freudien où l'on dit exactement ce que l'on ne voulait pas dire, et une série d'actes d'autosabotage inexplicables. Le corps devient lui aussi le théâtre de ce combat. Lorsque l'esprit refuse d'affronter les ténèbres, le corps les exprime. Inflammation nerveuse de l'estomac, douleurs diverses sans cause physique apparente, insomnie, tics nerveux et une anxiété chronique qui se manifeste comme un bourdonnement constant en arrière-plan. Il ne s'agit pas seulement de problèmes médicaux, ce sont les cris d'une part de votre personnalité bâillonnée et enfermée au plus profond de vous. L'énergie psychique qui devrait servir à vivre, créer et aimer est entièrement consacrée à la tâche épuisante de maintenir la porte de l'inconscient fermée. Dans les moments de stress aigu ou de conflit, lorsque l'esprit conscient est trop épuisé pour rester vigilant, l'ombre finit par franchir les barrières. C'est l'instant où l'on perd le contrôle. On dit des choses terribles à ses proches, on prend des décisions destructrices, ou on agit avec une cruauté qu'une fois le calme retrouvé, on ne reconnaît plus comme sienne. Je ne sais pas ce qui m'a pris, dit-on. Je n'étais plus moi-même, mais Jung dirait le contraire. À ce moment précis, vous étiez plus vous que jamais. La part fragmentée a pris le dessus. Une personne possédée par son ombre est comme un navire sans capitaine en pleine tempête. Elle est emportée par des courants sous-marins dont elle ignorait même l'existence. Ignorer son ombre, c'est vivre à la merci du destin. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela chance ou malchance. Vous continuerez à rencontrer les mêmes patrons tyranniques, les mêmes partenaires infidèles, les mêmes amis perfides, sans réaliser que vous êtes vous-même l'auteur de cette pièce de théâtre répétitive. Le monde extérieur devient alors le théâtre de vos traumatismes intérieurs non résolus. Refuser d'accepter sa propre capacité au mal fait de nous les marionnettes de forces invisibles. Le déni a un effet cumulatif. Plus vous prétendez n'être que lumière, plus l'ombre se densifie, s'autonomise
et se venge. Elle vous épuise, vous vole votre spontanéité et transforme votre vie en une performance rigide et angoissée. Vous devenez fragile, car la moindre fissure dans votre armure de perfection menace de faire s'effondrer toute votre identité. Mais voici le grand paradoxe qui peut tout changer. Si cette ombre recèle une énergie telle qu'elle engendre la maladie, détruit les relations et projette des démons sur des nations entières, c'est qu'elle est avant tout une source de pouvoir. Toute cette force qui se dresse aujourd'hui contre vous est en réalité à votre disposition. Que se passerait-il si, au lieu de gaspiller votre énergie vitale à lutter pour contenir cette bête, vous pouviez ouvrir la cage et conclure un pacte avec elle? Qu'y a-t-il au cœur de cette boue et de ces ténèbres qui pourrait être la clé de votre créativité, de votre courage et de votre véritable libération? Nous sommes arrivés à un tournant décisif de ce parcours, et il vous faut abandonner notre vision traditionnelle de la moralité et du succès. Jusqu'ici, nous considérions l'ombre comme une décharge toxique, une cave obscure où nous dissimulons nos démons intérieurs. Mais Carl Jung et ses disciples ont fait une découverte qui change complètement la donne. C'est précisément dans cette fange que se cache le trésor de votre personnalité. L'ombre recèle bien plus que de simples instincts animaux et des faiblesses honteuses. Elle abrite les forces de notre caractère que nous refoulons par peur, par manque d'éducation, ou pour nous adapter à une société malade. Pensez à toutes ces fois où vous avez ravalé votre voix pour ne pas paraître arrogant, étouffé votre créativité pour paraître pragmatique, ou renié votre ambition pour paraître humble. Où pensez-vous que cette énergie est allée? Dans l'ombre. Par conséquent, l'ombre n'est pas seulement un problème à résoudre, c'est une mine à explorer. L'idée centrale ici est l'intégration. Apprivoiser le côté positif de notre ombre exige plus que la simple observation de ce qui se cache dans les profondeurs. Cela requiert le courage de mettre ces éléments en lumière et de leur permettre de s'épanouir dans notre quotidien. Erich Neumann, le célèbre élève de Jung, expliquait qu'accepter l'ombre ne consiste pas simplement à regarder notre frère obscur et à l'enfermer à nouveau dans les limbes de l'inconscient. Cela ne résout rien. La véritable guérison implique de donner à ce frère la liberté de participer à notre vie. Cela peut paraître terrifiant. Devons-nous pour autant laisser la colère ou l'égoïsme nous dominer? Absolument pas. Cela signifie reconnaître que ces forces recèlent une immense quantité d'énergie vitale pure. Dans l'ombre, nous découvrons des pulsions instinctives vers l'agression, le pouvoir et la sexualité. La société nous dit que c'est mauvais. Mais la psychologie jungienne nous apprend à considérer la fonction de cette énergie. L'agression, lorsqu'elle est refoulée, se mue en violence ou en haine de soi. Mais l'agression, lorsqu'elle est intégrée et sublimée, c'est-à-dire mise au service de fins supérieures, devient la force nécessaire pour fixer des limites, protéger ceux que nous aimons, surmonter les obstacles et avoir le courage de prendre les risques indispensables à une vie pleine. Sans une part de cette part d'ombre, nous sommes inoffensifs, et l'innocuité n'est pas une vertu, c'est une incapacité. En prenant conscience de ces pulsions, elles cessent de nous posséder et commencent à nous donner du pouvoir. Comme Jung l'écrivait magnifiquement dans Psychologie et Alchimie, c'est seulement au plus profond de nous-mêmes que se trouve la source ardente de la vie. De plus, l'ombre recèle des talents que vous avez négligés. Par exemple, certains nient leur intelligence vive car, enfants, on leur a appris que il fallait poser trop de questions, était irrespectueux. D'autres ont réprimé leurs aptitudes au leadership et à la résolution de problèmes par peur de contester des figures d'autorité corrompues. L'ombre ne se limite pas à des tendances moralement répréhensibles, elle révèle aussi diverses qualités, comme des instincts normaux, des réactions appropriées, une perception réaliste et des élans créatifs. C'est une tragédie personnelle que de n'exploiter que la moitié de son potentiel, laissant l'autre moitié se perdre dans l'ombre, simplement pour préserver les apparences. L'ombre est, d'une part, une faiblesse regrettable, mais d'autre part, la matière première instinctive nécessaire à une conscience supérieure. Le but ultime de ce processus n'est pas la perfection. La perfection est un idéal statique, mort et inhumain. Le but est la plénitude. Jung pensait que la santé psychologique se définit par l'intégrité, l'état d'être entier. À mesure que nous nous rapprochons de cet état, en renouant avec le côté positif de l'ombre,
et en minimisant les effets de son côté négatif, un phénomène curieux se produit. Nous devenons plus attirants aux yeux des autres. Les êtres humains éprouvent une méfiance instinctive envers ceux qui paraissent trop parfaits, envers ceux qui s'identifient excessivement à leur persona brillante. Nous savons, au fond de nous, que sous une façade immaculée se cache une ombre dense et dangereuse. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, qui ne se met jamais en colère, qui est toujours paix et amour. Bien plus attirant, magnétique et digne de confiance est un personnage complet. L'homme ou la femme qui connaît non seulement ses vertus et son potentiel de bien, mais aussi ses faiblesses, ses défauts et son potentiel de mal. Comme l'écrit Jung, l'ombre fait partie intégrante de la personnalité. L'homme fort a forcément une faiblesse. L'homme intelligent a forcément une part d'ignorance. Autrement, il paraît trop parfait pour être vrai et tombe dans la caricature et la tromperie. Une vérité ancestrale affirme que nous aimons les gens non seulement pour leur force, mais aussi pour leur vulnérabilité sincère. L'amour désire la personne dans son intégralité, avec ses cicatrices et ses aspérités, et non une statue de marbre poli. Ce processus d'acceptation de ses propres faiblesses a un effet pratique immédiat. Il réduit le chaos dans votre vie. Prendre conscience d'un problème de colère, d'envie, d'avidité ou d'obsession vous permet d'exercer un minimum de contrôle sur lui. Vous cessez d'être une marionnette. Le psychiatre sait que certaines forces dangereuses de l'inconscient peuvent devenir inoffensives, ou du moins rester sous contrôle si elles deviennent conscientes. Si vous savez que vous êtes capable d'éprouver de l'envie, vous pouvez observer ce sentiment lorsqu'il se manifeste et choisir de ne pas y céder. Si vous niez ressentir de l'envie, vous saboterez la réussite de votre ami et vous vous persuaderez que vous ne faites que donner un conseil constructif. Affronter son ombre crée un contraste nécessaire. En voyant son obscurité, la lumière de vos qualités resplendit d'autant plus. Paradoxalement, confronter une personne à son ombre, c'est lui révéler sa véritable lumière, et non celle artificielle de son masque. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ceux d'entre nous qui relèvent le défi redoutable d'affronter l'ombre contribuent à guérir un monde divisé. Nous vivons à une époque de polarisation extrême où chaque camp accuse l'autre, persuadé de sa propre supériorité morale et de la perversité d'autrui. En affrontant l'ombre, nous nous libérons de nos projections. Nous cessons de participer à cette pratique courante et paresseuse qui consiste à chercher des boucs émissaires. Nous cessons de blâmer le gouvernement, le voisin, le patron ou le système pour tout ce que nous ressentons de mal. Imaginez une personne assez courageuse pour se libérer de toutes ces projections. Jung dit qu'une telle personne devient un grave problème pour elle-même, car elle ne peut plus dire « ils font ceci » ou « ils ont tort ». Elle est contrainte de se tourner vers l'intérieur. Mais c'est précisément cet homme qui agit concrètement pour le monde. Il porte consciemment une infime partie des immenses problèmes sociaux non résolus de notre époque. Il cesse d'alimenter la haine et l'inconscience dans le climat collectif. Trop de gens voient tous les problèmes de la société et d'autrui, mais ne remarquent pas le problème bien plus grave qui réside en eux. Ils ne voient pas qu'ils sont un être scindé en deux. Tant qu'ils n'affronteront pas leur part d'ombre, ils ne feront qu'amplifier l'hostilité et la division du monde moderne. L'homme qui affronte son ombre sait que ce qui ne va pas dans le monde se trouve aussi en lui. Et s'il apprend à apprivoiser ses propres ténèbres, il devient un îlot de conscience dans un océan d'aveuglement. Apprendre à vivre avec ses parts d'ombre est un cheminement de toute une vie. C'est troquer l'illusion de la perfection contre la réalité de l'humanité. C'est descendre au puits pour puiser l'eau vive. C'est se salir les mains pour trouver le trésor. Et ce faisant, non seulement on se sauve soi-même, mais on rend le monde qui nous entoure un peu moins sombre. Ce voyage au cœur de l'esprit humain est à la fois fascinant et troublant, n'est-ce pas? Si cette vidéo a abordé un sujet important pour vous, sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La psychologie des profondeurs recèle bien d'autres outils pour nous aider à vivre pleinement. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour être sûr, de recevoir la prochaine. Nous y parlerons du décryptage des signaux que votre subconscient vous envoie à travers vos rêves. À ne surtout pas manquer. Et dites-moi en commentaire, quel trait de caractère négatif, pensez-vous, bien exploité, pourrait devenir votre plus grande force ?